Bonjour. Voici un partage de connaissances sur le glucose et son métabolisme si particulier qu'inopportunément nos préconisations alimentaires en vigueur perdent de vue. La réalité du glucose est largement oblitérée dans notre société moderne qui se focalise sur sa nature énergétique, nous poussant à en consommer en abondance pour assurer notre subsistance. Le revers de la médaille se révèle au quotidien avec son cortège de maladies métaboliques qui trouvent souvent leur origine dans des décennies de pratiques funestes. La réalité est plutôt celle-ci. Le glucose alimentaire est un substrat potentiellement toxique s'il n'est pas rapidement orienté. Le glucose dans notre corps est une molécule sous contrainte. La priorité absolue est le maintien de la glycémie, le taux de glucose dans le sang, dans une fenêtre étroite comprise entre 0,70 et 1 g par litre. Après un repas, celle-ci augmente en fonction de la charge glycémique de la nourriture absorbée. Ces excursions au-delà des valeurs normales ne sont pas sans conséquences, comme nous le verrons plus loin. Du fait de la primauté du maintien de la glycémie, les voies métaboliques sont hiérarchisées et souvent exclusives pour parvenir à gérer ces situations afin d'en minimiser les effets néfastes. De fait, toute surcharge conduit à des voies de dérivation qui, lorsqu'elles sont trop souvent empruntées, deviennent pathologiques. À l'opposé, toute insuffisance élicite une synthèse endogène via les voies métaboliques de synthèse. La glycémie, on l'a compris, est une variable vitale non négociable. Le glucose est essentiel pour certaines cellules qui en ont absolument besoin pour fonctionner. En premier lieu, les érythrocytes, les globules rouges, qui ne possèdent pas de mitochondries et sont par conséquent incapables d'oxyder les acides gras, la bêta-oxydation, ou les corps cétoniques, la cétolyse. Leur fonctionnement énergétique dépend donc exclusivement de la glycolyse anaérobie à rendement énergétique faible, en comparaison de la glycolyse en conditions aérobie, mais qui est très rapide, et d'une part régénère du NAD+, et d'autre part produit du lactate dont nous reparlerons plus loin. Citons également les cellules du cristallin qui sont avasculaires et donc pauvres en oxygène, et surtout composées de fibres matures sans noyau ni mitochondries, donc pas de phosphorylation oxydative. Le glucose diffuse depuis l'humeur aqueuse via des transporteurs GLUT1. Il est ensuite métabolisé par glycolyse anaérobie suffisante car les besoins énergétiques sont modérés, essentiellement orientés vers l'homéostasie ionique pour la transparence et la résistance au stress oxydatif, UV. Dans le rein, la médullaire interne adopte un phénotype métabolique glycolytique en raison de son hypoxie chronique physiologique qui a entraîné une adaptation fonctionnelle à un micro-environnement contraignant. Dans le cerveau, les astrocytes, bien que capables de métaboliser d'autres substrats, doivent impérativement produire du lactate à partir de glucose pour soutenir certains neurones en conditions normales. Une hyperglycémie ou une hypoglycémie constitue un danger immédiat. Le système hormonal ajuste en permanence les voies métaboliques, insuline, hormone de délestage du glucose, glucagon, hormone de genèse du glucose. Toute hausse de glycémie déclenche des mécanismes de captation afin de maintenir le taux dans l'optimum. Ces mécanismes sont parfois à conséquence. Une baisse de glycémie déclenche dans les hépatocytes la glycogénolyse ou la néoglucogénèse selon le stock disponible et l'état énergétique, notamment le ratio insuline-glucagon, toujours dans le but de maintenir les valeurs dans la fourchette optimale. Tant que la glycémie est menacée, aucune autre considération métabolique n'existe. Le panorama des voies métaboliques du glucose fait apparaître de multiples routes qui s'articulent principalement autour du glucose 6-phosphate, G6P, qui peut aller vers la glycolyse, la voie des pentoses phosphates, PPP, la glycogénogénèse, la voie de l'exosamine ou enfin la voie des polyols. Ici s'exerce une logique de compétition métabolique dictée, entre autres, par quelques facteurs déterminants. Rapport NADP+ sur NADPH, active PPP, rapport ATP sur AMP, régule PFK1, disponibilité en O2, oriente vers mitochondrie, insuline, stimule glycolyse et stockage. L'activation est donc contextuelle, dépendante de l'état énergétique et hormonal, parfois critique et lourde de conséquences. La quantité de glucose ingérée est un facteur de premier plan.
Dans le scénario d'apports élevés, la glycolyse va s'enclencher immédiatement, fortement stimulée par l'insuline générée par le pancréas pour faire baisser la glycémie. L'énergie est générée par l'oxydation du glucose en milieu aérobie dans les mitochondries des cellules qui sont sollicitées tant que la saturation en glucose 6-phosphate, G6P, en citrate ou autres sous-produits de la glycolyse jouant le rôle de facteur limitant pour ces réactions enzymatiques n'est pas atteinte. Ensuite, lorsque le glucose est encore abondant, la glycolyse est inhibée au profit de la glycogénogénèse afin de convertir le G6P excédentaire en glycogène hépatique et musculaire jusqu'à remplissage des stocks. Le glucose excédentaire doit être éliminé pour éviter des effets toxiques. Il est alors immédiatement converti par l'hypogénèse en triglycérides stockés dans le tissu adipeux. Ce mécanisme permet de disposer de réserves de stockage très étendues, mais peut entraîner des conséquences métaboliques sérieuses en cas de surcharge persistante. Enfin, lorsque les capacités de stockage normales, glycogène, l'hypogénèse sont dépassées et que l'hyperglycémie persiste, la voie des pelioles est activée en tant que voie de débordement, non régulée, rapide et à l'origine de stress métabolique. Dans le scénario d'apport modéré, les priorités sont les mêmes, mais le débordement ne se produit généralement pas. En l'absence d'apport glucidique suffisant, la néoglucogénèse s'active obligatoirement pour synthétiser du glucose à partir de substrats non glucidiques. Le lactate via le cycle de Cori lorsque l'ATP est disponible, notamment grâce à la bêta-oxydation, le glycérol, libéré lors de la lipolyse des triglycérides, mais dont la contribution est limitée, l'alanine, utilisée en dernier recours en raison de son coût protéique élevé, les autres acides aminés, mobilisés seulement en situation d'urgence, car leur utilisation entraîne un coût azoté élevé et une production d'urée associée. Le message clé est « Un glucose non utilisé est un glucose problématique ». On l'a vu, mais précisons-le à nouveau. Le glucose sert en première priorité à produire de l'ATP. D'abord pour le métabolisme basal, qui représente la quantité minimale d'énergie nécessaire au corps pour assurer les fonctions vitales au repos, comme la respiration, la circulation sanguine, la régulation thermique et le fonctionnement du cerveau et autres organes, en l'absence d'activité physique ou de digestion. Ensuite, pour l'activité physique, par une augmentation massive de la glycolyse musculaire aérobie ou anaérobie si c'est nécessaire. Lorsque les besoins sont couverts, l'oxydation du glucose diminue et il est orienté plutôt vers le stockage ou, si ce n'est toujours pas suffisant, vers les voies de débordement qui ne sont malheureusement pas neutres métaboliquement parlant. Lorsque la production d'ATP issue de la glycolyse s'arrête par saturation énergétique, la glycogénogénèse démarre afin de constituer des stocks de réserve rapidement disponibles, au niveau du foie pour la redistribution globale et surtout des muscles pour un usage local seulement. Toutefois, la capacité de stockage est relativement faible. Elle dépend surtout du poids corporel, de la masse musculaire et du niveau d'entraînement. Pour un adulte de corpulence normale, soit environ 70 kg, voici les ordres de grandeur. Le foie peut stocker environ 10% de sa propre masse en glycogène. Cela représente environ 100 g, soit environ 400 kcal. Son rôle principal est de maintenir la glycémie stable entre les repas et pendant le jeûne court. Les muscles peuvent stocker de 1 à 2% de la masse musculaire, soit une quantité totale d'environ 300 à 500 g. Son rôle principal, ici, est de fournir de l'énergie localement aux muscles pendant l'effort, soit environ 1200 à 2000 kcal. L'exercice régulier augmente la capacité de stockage musculaire dans la limite physiologique, mais insistons sur le fait que le glycogène musculaire ne peut être utilisé que localement, en raison de l'absence de la glucose 6-phosphatase dans les myocytes. Seul le foie, et les reins dans une moindre mesure, peuvent assurer la libération de glucose dans le sang à partir de la glycogénolyse afin d'assurer une redistribution globale. Les conditions indispensables au démarrage de la glycogénogénèse sont un haut niveau d'énergie disponible, l'ATP est abondant, les emplacements de stockage sont vides ou partiellement vides. Par conséquent, une fois les stocks pleins, la glycogénogénèse est inhibée. Glycolyse versus glycogénogénèse. Deux voies exclusives.
La glycolyse est activée par des signaux de manque d'énergie, AMP et ADP élevés, ATP bas. Son but est de produire de l'ATP immédiatement, en conditions aérobie, oxydation, ou anaérobie, fermentation, si nécessaire. La glycogénogenèse est activée par des signaux d'abondance d'énergie, ATP élevé, G6P élevé et insuline présente. Son but est de mettre le glucose en réserve sous forme de glycogène rapidement mobilisable ultérieurement. Elles sont concurrentes pour le G6P et fonctionnellement exclusives. Une cellule ne peut pas être simultanément en état de panique énergétique, activant la glycolyse, et en état de stockage de surplus, activant la glycogénogenèse. Leurs régulateurs allostériques, l'ATP et l'AMP, garantissent que lorsque l'une est active, l'autre est inhibée. Ces deux voies ne peuvent être actives simultanément. L'une consomme le glucose pour l'énergie, l'autre le stocke. Nous avons désormais épuisé les voies principales de traitement du glucose, la glycolyse et la glycogénogenèse. Mais la glycémie reste élevée. Que faire? Le sucre en surplus est alors dirigé vers la lipogénèse de novo. Le glucose est converti en acétyl-CoA, puis en acide gras, puis en triglycérides pour être stocké sous forme de graisse. Un mécanisme de protection contre l'excès de glucose, mais qui, à long terme, peut favoriser l'obésité et les complications métaboliques. Les triglycérides sont principalement stockés dans le tissu adipeux, sous deux formes principales. 1. La graisse sous-cutanée, située juste sous la peau, dans l'abdomen, les fesses, les cuisses, les bras. C'est le magasin naturel qui agit comme un réservoir d'énergie et un amortisseur mécanique. La capacité de stockage ici est immense et n'a rien à voir avec les réserves limitées de glycogène dont nous avons parlé auparavant. 2. La graisse viscérale, qui enveloppe les organes internes, le foie, les intestins, le cœur, etc. Cette forme est plus problématique par son activité métabolique pro-inflammatoire. Mais trop, c'est trop. Quand les triglycérides s'accumulent in fine dans les muscles ou le foie, cela déclenche des complications bien plus graves. La stéatose musculaire et surtout la stéatose hépatique, une condition à risque pouvant évoluer vers l'insuffisance hépatique, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. La voie des pentoses phosphates, ou VPP, mentionnée plus haut comme utilisatrice du glucose, n'a pas comme objectif de produire de l'ATP. Elle assure des fonctions de maintenance et de biosynthèse. Elle est activée en parallèle à la glycolyse, selon les capacités et les besoins cellulaires. Elle se déroule dans le cytoplasme des cellules et a deux fonctions principales. Produire du NADPH, facteur clé pour la défense antioxydante et la synthèse des acides gras, du cholestérol et des hormones stéroïdes. Produire des pentoses, le ribose 5-phosphate, pour la synthèse d'ADN ou d'ARN, et des intermédiaires glycolytiques nécessaires à l'adaptabilité métabolique. Notons que les globules rouges dépendent presque exclusivement de la VPP pour produire du NADPH car ils n'ont pas de mitochondries. La voie de l'exosamine est une voie métabolique mineure quantitativement de 2 à 5% du glucose intracellulaire, mais majeure sur le plan régulateur et pathologique, notamment en contexte d'hyperglycémie chronique. Comme la VPP, la voie de l'exosamine n'est pas une voie énergétique, c'est une voie régulatrice, un capteur métabolique. Elle agit comme un régulateur fin de l'expression génique et du métabolisme. En situation d'hyperglycémie chronique, il y a une intensification excessive de la voie qui induit une altération de la signalisation insulinique, une dysfonction endothéliale, une inflammation et des complications du diabète. Elle agit donc comme un régulateur fin de l'expression génique et du métabolisme, mais peut opérer comme un amplificateur silencieux des dommages cellulaires en contexte d'hyperglycémie, en synthétisant des glycoprotéines et protéoglycanes et en perturbant les fonctions cellulaires essentielles. Là, nous sommes dans une situation de crise qui n'est atteinte que lorsque la glycémie est toujours élevée après la mise en œuvre de toutes les voies normales. C'est une voie de débordement pathologique qui ne s'active qu'en cas d'hyperglycémie persistante lorsque les autres voies sont saturées. Elle est très rapide et non régulée et entraîne invariablement des conséquences métaboliques sérieuses.
Elle agit comme un pont métabolique qui convertit l'excès de glucose en fructose directement à l'intérieur du foie. Ce fructose, en contournant les points de contrôle de la glycolyse, force la cellule hépatique à consommer l'ATP disponible, générant une concentration élevée d'AMP, une purine, substrat utilisé pour la conversion en acide urique, à l'origine de l'inflammation articulaire appelée goutte, à transformer massivement le fructose en triglycérides, conduisant directement à la stéatose hépatique et à l'hypertriglycéridémie, deux caractéristiques majeures du syndrome métabolique et du diabète de type 2. Ici, on illustre ce qui se passe quand l'insuline n'arrive plus à faire correctement son travail. Normalement, l'insuline permet au glucose d'entrer dans les cellules, en particulier dans le muscle. Mais quand les tissus deviennent résistants, la captation musculaire du glucose devient inefficace. Le sucre reste donc davantage dans le sang. Cela entraîne une glycémie élevée persistante. Face à cette hyperglycémie, le pancréas tente de compenser en produisant plus d'insuline, c'est l'hyperinsulinémie compensatoire. Pendant un certain temps, cette stratégie permet de maintenir un équilibre relatif. Mais le problème, c'est que l'excès chronique d'insuline et de glucose va activer de manière forcée des voies métaboliques alternatives. Par exemple, une partie du glucose va être redirigée vers des voies qui favorisent le stress oxydatif, l'inflammation ou encore la synthèse accrue de lipides. Progressivement, cela entretient et aggrave la résistance à l'insuline. On entre alors dans un véritable cercle vicieux métabolique. Plus l'insuline augmente, plus les tissus deviennent résistants, et plus la glycémie a tendance à rester élevée. À long terme, si ce mécanisme persiste, cela peut conduire à l'installation du syndrome métabolique et toutes ses conséquences, obésité, diabète de type 2, hypertension, etc. Cette diapositive montre la dynamique circulaire du phénomène. Inefficacité, compensation, surcharge métabolique, aggravation. Une glycémie mal contrôlée est un puissant facteur de glycation, réaction non enzymatique, non régulée, présente de la naissance à la mort de l'organisme. Elle est puissamment active en situation de charge glycémique élevée. Elle intervient dans la peau, en rigidifiant le collagène, induisant rides et cicatrisation lente, dans les vaisseaux, en entraînant l'inflammation et le piégeage des LDL, provoquant hypertension et athérosclérose, dans les yeux, en suscitant le pacification du cristallin, engendrant cataracte et fragilisation rétinienne, dans les reins, en établissant les fuites d'albumine, sous-tendant la néphropathie, dans les nerfs, en provoquant lésions et microcirculation altérée à l'origine des neuropathies, dans les articulations, les tendons et les os, en établissant perte d'élasticité et raideur, au niveau systémique, en activant des RAGE à l'origine de l'inflammation chronique, du stress oxydatif et du vieillissement accéléré. En résumé, la glycation est un processus insidieux dont les dommages s'accumulent au fil du temps. Le glucose mal géré altère les outils censés le gérer. Le métabolisme du glucose suit une logique hiérarchisée. La glycolyse est prioritaire pour produire de l'énergie en urgence quand l'ATP est bas. Ensuite, la glycogénogenèse stocke le glucose quand l'ATP est abondant. La VPP fonctionne en parallèle, surtout quand on a besoin de ribose ou de NADPH. La voie de l'exosamine, normalement minoritaire, peut toutefois endosser un rôle majeur en cas d'hyperglycémie chronique. Enfin, les polyols ne s'activent que lors d'une hyperglycémie sévère, quand tout le reste déborde. C'est un mécanisme de débordement, pas de priorité. Alors, peut-on dire que le glucose est notre carburant principal? Le glucose est assurément un carburant nécessaire, mais en quelle quantité? Oui, c'est un carburant vital, mais très peu de cellules en dépendent exclusivement. Et surtout, notre corps sait en fabriquer quand il en manque. En revanche, en excès, il devient un véritable poison métabolique. Alors, quel carburant privilégier? Dans la prochaine vidéo, nous comparerons les différentes voies énergétiques, bêta-oxydation, cétolyse, etc., pour évaluer leur efficacité et leur impact sur la santé.
La consommation répétée de glucose oriente le métabolisme dans un mode stockage qui interdit l'utilisation des réserves naturelles, un peu comme ce camion-citerne qui doit remplir régulièrement son réservoir de 200 litres alors qu'il transporte plus de 30 tonnes de réserves de carburant inaccessibles par programmation métabolique.